Bonjour Antoine, alors je te souhaite la bienvenue et merci d'avoir accepté de faire ce podcast-là. Donc pour commencer, j'aimerais bien que tu fasses une présentation, que tu te présentes, qu'est-ce que tu fais, tu travailles avec qui? Bon, je sais que tu es coach, moi je sais déjà, mais les internautes ne savent pas. Donc voilà, j'aimerais bien que tu te présentes, tu te mets à l'aise, c'est un podcast spontané, donc fais-toi plaisir. Salam alaikum Khalil et à tous les internautes. Du coup, je me présente. Je m'appelle Antoine, j'ai 23 ans. Je suis diététicien nutritionniste libéral depuis 2019. Je m'occupe de beaucoup de sportifs de haut niveau, mais aussi d'une population classique de toute population. Je prends en charge des patients, que ce soit pour une perte de poids, une prise de masse, ou bien pour un maintien de poids, et aussi pour tout ce qui est problème de santé. Voilà. Donc Antoine, la question que pas mal de personnes se posent et se posera, c'est comment devenir nutritionniste ou diététicien, d'accord? C'est quoi le parcours universitaire que tu as fait ou la formation que tu as pu faire pour devenir nutritionniste? Alors, quel est le parcours pour devenir diététicien nutritionniste? Alors, en France, il y a deux types de formations. Tu peux passer par le BTS diététique, une formation Bac plus 2, donc 2 ans après le bac, qui te permet d'exercer légalement en France et dans les autres pays. Ou bien tu peux passer aussi par un Bac plus 3, une licence en nutrition, qui te prétend aussi diététicien nutritionniste. Ces deux formations sont reconnues par l'État. Donc en fait, ce sont des diplômes d'État pour prétendre être diététicien nutritionniste, pour ensuite exercer en tant que professionnel de santé, contrairement à d'autres personnes qui passent des formations pour devenir uniquement nutritionniste. En fait, l'appellation nutritionniste en France, elle n'est pas assez contrôlée. Tout le monde peut se prétendre nutritionniste. Sauf que diététicien nutritionniste, c'est très, très réglementé. Donc, il y a un diplôme d'État à passer derrière. D'accord, donc maintenant tout le monde peut être nutritionniste en quelque sorte, mais tout le monde ne peut pas être diététicien nutritionniste. La vérité, je n'étais pas au courant de ça, pour être sincère. Et d'ailleurs, je voulais te poser une question par rapport à ça. C'est qu'on trouve des formations en ligne. Par exemple, l'une des formations que je vise, pour être franc, c'est la formation ISA. Mais tu n'es pas diététicien nutritionniste, mais tu es nutritionniste, coach nutritionniste. D'accord? ISA, c'est ISSA. Voilà, c'est les initiaux. Je me rappelle pas de l'appellation complète, qui coûte, je pense, non, elle est pas à 1000, elle est à, la formation de nutrition est à 399, voilà, 399 dollars, c'est ça, et ça t'apporte un certificat de nutritionniste. Donc, si tu es nutritionniste, tu n'es pas agréé par l'État. C'est ce que tu veux dire en quelque sorte. Même si tu as des certificats et tout, mais ça n'a pas la même valeur qu'un diététicien nutritionniste. Et en général, euh, sans préciser que ça soit ISA ou d'autres formations, qu'est-ce que tu penses des formations en ligne, des formations en ligne qualitatives et non les formations en ligne qu'on trouve à 15 euros par exemple? Et est-ce que tu encouragerais les gens, par exemple les coachs qui n'ont pas, comment dire, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas assez de moyens pour faire des écoles de nutrition, les coachs à l'international, pas juste en France, donc partout dans le monde. Est-ce que tu les encouragerais à faire les formations en ligne pour devenir nutritionniste et non diététicien nutritionniste? Alors personnellement, je connais pas ISA. Je viens de regarder. C'est une formation valable à l'international. Du coup, oui, ça a l'air assez qualitatif. Après, je connais pas le contenu du programme. Déjà, pour être coach sportif, c'est déjà très très bien. Donc ça veut dire que tu connais à peu près déjà des bases sur le corps humain. Faire des formations en nutrition, c'est que complémentaire et ça peut que être bénéfique. Et donc,
c'est vraiment quelque chose où, enfin, j'encourage vraiment les coachs sportifs à suivre des formations en nutrition pour plutôt être conseillés en nutrition et non diététicien nutritionniste. Euh, et par la même occasion aussi, ils pourront faire un programme en nutrition adapté aux clients. Mais au prix de cette formation, je pense que c'est assez qualitatif et, euh, et franchement, j'encourage les personnes à suivre des formations en nutrition, surtout bah, pour les coachs sportifs, pour mieux orienter sa clientèle. Parce que la nutrition, c'est un complément du sport et de l'hygiène de vie. Donc Antoine, avant de passer aux questions un peu plus pratiques, un peu plus techniques, j'avais vu un post où je me rappelle pas une story, voire même ta bio, comme quoi tu avais travaillé avec Benzema. D'accord? Donc j'aimerais bien, on aimerait bien avoir ton retour, ton expérience par rapport à ça. Depuis combien d'années tu suis Benzema côté nutrition? En quelle année tu as été le diététicien nutritionniste de Benzema? Et aussi, est-ce que tu bosses toujours avec lui? Alors Benzema, oui, je l'ai suivi au niveau diététique depuis le premier confinement. Du coup, c'était en février 2020. Actuellement, je garde toujours contact avec lui. Mais de temps en temps, voilà, tout simplement. D'accord, c'est cool ça. La vérité, j'ai jamais bossé avec des footballeurs. Bon, côté complément, oui. D'accord, vite fait. Un mois grand max et quelques conseils par-ci par-là, mais j'ai jamais bossé avec des footballeurs. Bon, là, je vois, d'après tes stories, et vu que je suis Bilal, je pense depuis 2, 3 semaines presque, ouais, c'est ça, que vous êtes en prépa pour son combat. Bilal, c'est un boxeur, d'accord, pour les gens qui connaissent pas. Euh, il a un combat le 28 mars, d'après ce que je me rappelle. Et je voulais que tu en parles aux gens, que tu leur expliques, comment dire, les difficultés à travailler avec les pros, le stress, le temps que ça demande, l'aspect psychologique aussi, pourquoi pas. D'accord, vu que, bon, tu es diététicien nutritionniste, mais faut être le coach, en quelque sorte, le coach mental pour que ton athlète, voilà, pour que ton athlète accepte et te fasse confiance et en même temps pour qu'il te suive à la lettre. Parce que vu ce qu'il mange Bilal, bon, on a déjà bossé tous les deux avec Moussa, voilà. Tu coachais Moussa côté nutrition et moi c'était juste côté complément puisque la compagnie avec laquelle je bosse, c'est son sponsor. Donc c'est moi qui prenais soin de lui côté complément alimentaire. Mais là, j'avais suivi avec Moussa son alimentation et tout, son entraînement, c'est un truc, comment dire, hardcore par rapport au bodybuilding, par rapport au fitness. Il y a des semblables, il y a des, comment dire, il y a des ressemblances plutôt, il y a des ressemblances côté perte de rétention d'eau, perte de gras, mais il y a toujours un extrême. Mais l'extrême dans les sports de combat, c'est vraiment de l'extrême de l'extrême. D'accord? C'est le hardcore, comme on dit. Et j'aimerais bien que tu en parles et que tu expliques aux gens comment ça se passe, les dernières, comment dire, les dernières retouches, le processus, comment ça se passe avec les athlètes. Parce que j'ai pas trop eu de chance pour bosser avec, bon, j'ai jamais bossé avec, bon, les footballeurs, j'avais dit que c'est juste pour les compléments alimentaires, mais j'ai jamais eu de chance de bosser assez avec des personnes, comment dire, des personnes qui font du sport de combat. Voilà. Donc tout sport de combat, donc ça a été juste complément alimentaire, de temps à autre un programme nutritionnel d'un mois grand max et voilà des conseils par-ci par-là. Mais tout au long d'un processus, un processus on va dire de 3 mois, 4 mois, 5 mois, toute une année, parce que je pense Bilal, tu le suis depuis longtemps d'après tes stories. Donc j'aimerais bien que tu en parles un peu plus en détail.
Alors, en ce qui concerne les sportifs de combat, c'est à peu près similaire au bodybuilding. Donc, en fait, tu as une catégorie de poids à respecter. Et faut savoir que les sportifs de combat, c'est l'un des sportifs les plus disciplinés parce qu'ils se disent il y a une échéance, la préparation, elle se fait bien en avance. Ça peut aller de 6 semaines à à 3 mois en avance. Euh, tout simplement, en fait le boxeur est très discipliné. Moi j'ai bossé avec du coup Bilal, ça fait 1 an, 1 an et demi que je le suis. Euh, je connais son corps, mais quand tu as un premier athlète et que tu ne connais pas les réactions de son métabolisme, il faut savoir s'adapter. Il y a souvent des retouches à faire en fonction du poids qui évolue et aussi la rétention d'eau. Juste ce qui va différer entre le bodybuilding et les sportifs de combat, c'est que en fait le sportif de combat c'est quelqu'un qui a besoin d'être performant. Euh, L'esthétique ne rentre pas vraiment en compte, alors que le bodybuilding c'est tout l'inverse, c'est l'esthétique, la contraction musculaire, mais pas la force ou quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est pour ça tout à l'heure j'avais dit comme quoi les athlètes ou les sportifs de combat, c'est des athlètes de haut niveau. Bon, même dans le bodybuilding, c'est des athlètes de haut niveau, mais c'est pas la même chose. Par exemple, un bodybuilder, il va bosser bon sur un peu d'endurance, un peu de force, mais aussi plus sur l'hypertrophie. Il aura que deux trucs à faire. Il aura apprendre à bon, trois trucs. Il aura apprendre à poser, à suivre une diète, à s'entraîner. Mais un sportif de combat, il doit s'entraîner pour renforcer sa musculature, pour avoir plus d'endurance, suivre une diète, euh, avoir, comment dire, faire le poids le jour J, tout en restant endurant et performant. Donc tout un autre niveau par rapport au bodybuilding. Bon, on sait tous que le bodybuilding ou le fitness, certes, c'est un sport, mais c'est un sport, comment dire, de spectacle, d'accord, où tu poses. Mais, mais l'autre, par exemple, un sportif de combat, c'est un athlète, faut qu'il montre qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Donc là, une dernière question avant de passer à la partie un peu plus pratique ou technique, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est déjà, toi, Antoine, est-ce que tu es sportif? Qu'est-ce que tu fais comme sport? Je pense que tu faisais de la boxe anglaise, normalement, d'après bien sûr tes stories. Donc, parle-nous un peu de toi en tant que sportif, pas en tant que nutritionniste, diététicien. Alors moi personnellement, j'ai fait 8 ans de tennis de table quand j'étais jeune. Bon, je suis encore jeune, mais c'était dans l'enfance. Voilà, j'ai fait 8 ans de tennis de table. J'ai fait 2 ans de tennis, un peu de badminton aussi. Après, je me suis mis à la musculation et à la boxe anglaise. Voilà, là actuellement, je suis un peu moins sportif, étant donné la charge de travail que j'ai. Mais oui, je suis sportif, bon, si tu peux le considérer. Bon, allez, on va te faire plaisir puisque tu es l'invité de cet épisode-là. Donc, on va dire que tu es sportif mentalement, mais t'es pas sportif physiquement. Voilà. Donc là, pour passer à la partie plus technique, d'accord? Donc, on va commencer par les programmes d'entraînement. Donc, pour toi, en tant que diététicien nutritionniste, euh, combien doit être la durée d'un programme, d'accord, pour qu'il soit effectif, tout en, tout en, tout en prenant en considération les changements qu'il peut avoir dans le programme et tout, mais combien de temps faut suivre un programme, d'accord, en moyenne, d'après ton expérience, en moyenne pour avoir des résultats et dire que ça, c'est un programme qui marche, c'est un programme, euh, comment dire, qui a des résultats à long terme. Alors concernant les programmes, en général, ils durent entre 4 à 8 semaines. Mais
si on peut faire une moyenne, on va dire 6 semaines pour voir des premiers résultats. Après, tout dépend aussi du sport que tu vises et de l'activité physique que tu pratiques. Mais en 4 semaines, tu vois déjà des premiers résultats. Après, tu as des personnes qui sont un peu plus insulino-résistantes que d'autres, donc en fait qui vont stocker du gras plus facilement ou perdre du poids plus difficilement. Donc oui, en général, entre 4 à 8 semaines. Donc là, tu viens d'aborder un mot-clé dont j'aimerais bien parler avec des personnes qui s'y connaissent, des préparateurs physiques, des nutritionnistes, des diététiciens nutritionnistes comme toi par exemple. C'est les personnes qui sont résistantes à l'insuline. D'accord? La question que les gens se posent majoritairement, c'est comment faire pour booster ou rebooster leur sensibilité à l'insuline. Est-ce que tu aurais des techniques à partager? Est-ce que tu aurais des conseils à partager avec les gens qui sont en surpoids, les gens qui... Certes, ça reste du cas par cas. N'oublions pas ça, mais une généralité, comment faire pour rebooster la sensibilité à l'insuline? Et je tenais à préciser un truc, c'est que je préférerais que tu en parles, d'accord? Pour les deux, comment dire? Les deux communautés, les deux côtés plutôt, les deux côtés opposés, si on veut, ouais, si on veut. Donc les deux côtés opposés, les personnes normales, d'accord, les personnes lambda qui font du sport juste pour prendre soin d'eux-mêmes, et les athlètes, les sportifs de haut niveau par exemple. Et l'insulino-résistance. Bah, en fait, pour lutter contre cette insulino-résistance et repartir normalement, il faut que tu aies une alimentation équilibrée, donc pas trop de glucides rapides, des légumes à chaque repas. Après, qu'est-ce que je peux te dire de plus? Parce que si tu es insulino-résistant, c'est que de base, en fait, tu as une alimentation mauvaise ou tu as une prédisposition mauvaise qui fait que tu as une insulino-résistance. Donc déjà pour commencer, on peut dire que qu'un rééquilibrage alimentaire est la solution pour les personnes qui ont une résistance à l'insuline. D'accord, je vois. Autre chose, c'est une dernière question par rapport aux glucides, que ça soit pour les personnes lambda ou pour les athlètes, d'accord? On va parler là d'une période de sèche. On va pas parler d'une période de masse, mais une période de sèche. Tu es pour ou contre les glucides le soir, d'accord? Parce que dernièrement, bon, je sais que ça dépend, ça reste du cas par cas, mais toi, en tant que diététicien nutritionniste, d'accord, j'aimerais bien avoir ton avis. Parce que dernièrement, j'ai trouvé une recherche, une expérience scientifique. Certes, je ne dirais pas que j'y crois pas trop, mais j'ai toujours un esprit critique vis-à-vis de ça parce qu'on est tous différents, ça reste du cas par cas, ça reste une recherche qui doit être démontrée, tout dépend des hypothèses. D'accord? Donc, les arguments apportés montrent que la recherche est juste et tout. Donc, voilà. Elle disait comme quoi les gens, bon, les personnes qu'elles ont choisies, comme quoi les gens, après la recherche et tout, après l'expérience plutôt, ils ont trouvé que les gens étaient résistants à l'insuline le matin, mais que le soir, elles avaient une sensibilité à l'insuline plus élevée le soir. D'accord? Donc elles préféraient laisser les glucides pour le soir et diminuer les glucides pour le matin. Tout en sachant que le matin, à jeun, même si on a mangé le soir, le matin à jeun, notre corps a besoin d'une source d'énergie. D'accord? Donc des glucides serait la bienvenue. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, d'accord? Déjà, qu'est-ce que tu en penses des glucides le soir à éviter en sèche ou pas, d'accord? Vu les personnes avec lesquelles tu as travaillé, même si ça reste du cas par cas, mais majoritairement. Et autre chose, qu'est-ce que tu penses de cette recherche ou cette expérience scientifique qui dit qu'en quoi le matin, on est résistant à l'insuline, mais le soir, on a une sensibilité à l'insuline plus élevée, tout en sachant que les personnes sont en bonne santé. Voilà.
Alors, pour répondre à ta question, oui, en fait, moi personnellement, en tant que diététicien, le soir, en fait, étant donné qu'on est censé être moins actif, bah, les glucides, c'est plus quelque chose à limiter le soir. Après, tout aussi dépend de la séance de sport. Si la séance de sport est vers le soir, en fait, il faut introduire des glucides autour de l'entraînement. Mais d'après ton étude scientifique, franchement, j'approuve aussi ce que tu dis, hein, parce que en fait, le soir, ouais, on a une sensibilité à l'insuline. Ça veut dire que, en fait, on est plus, comment dire, euh, en fait, tu as plus de facilité à faire une hypoglycémie le soir parce qu'en fait, tu ingères peut-être beaucoup de glucides, bah, ça va jouer beaucoup sur ta glycémie. Et, euh, et en fait, étant donné que le soir, tu fais moins d'activité physique, donc en fait, tu favorises pas le travail des glucides. Et du coup, tu stockes aussi plus, donc tu sécrètes plus d'insuline. Ok, Antoine. Ouais. Euh, Précisons aussi que tout ceci reste du cas par cas. Donc voilà, faut que l'on apprenne à connaître son corps, comment son métabolisme marche, comment sa résistance ou sa sensibilité à l'insuline marche. Donc faut se donner du temps. Et si on s'y connaît pas, ben pourquoi pas voir un spécialiste. Donc comment on dirait, pour conclure ou voilà quoi, un dernier conseil pour la route, voilà, puisque Ramadan c'est dans pas longtemps, donc on aimerait bien avoir des conseils de ta part, quelles sont les choses à faire, quelles sont les choses à ne pas faire. Même si moi personnellement je conseille pas de sèche ou de masse pendant Ramadan parce que Ramadan c'est voilà c'est un mois comment dire où il y a de la bénédiction, un mois qui est plus spirituel que physique. Voilà, même si le spirituel, ça travaille même sur le physique. D'accord? Donc, voilà. Donc, on aimerait bien avoir des conseils de ta part. Quelles sont les choses à faire? Quelles sont les choses à suivre pour, comment dire, pour diminuer la casse, pour ne pas perdre de masse musculaire, pour ne pas avoir trop de rétention d'eau, pour ne pas avoir une prise de gras. D'accord? Donc, un conseil de ta part ou plutôt des conseils de ta part seront les bienvenus. Oui, concernant le Ramadan, étant donné que c'est un mois béni, et c'est un mois très solidaire, donc en fait on se met à la place des nécessiteux. Donc en fait on jeûne bah, de Fajr à Maghrib. Donc alors comment ça se passe? Pour pouvoir limiter la casse, pour pas trop perdre de masse musculaire et tout de même bah, rester en bonne santé. Donc en fait, bah enfin, le ftour ce sera le plus rapidement possible à l'heure où bah c'est Maghrib. Et donc il y a aussi un repas d'entre deux. Il y a aussi un repas de après le iftar. Et aussi, il est très important d'avoir bah, du coup le suhour, donc le petit déjeuner avant la coupure, enfin avant le qui est le jeûne, que le jeûne reprenne. Donc concernant la rétention d'eau, elle est quasiment inévitable étant donné que pendant toute la journée où tu t'occupes, tu vas favoriser la rétention d'eau vu que tu es déshydraté. Mais les principaux conseils que je donne, c'est de boire au moins 1,5 litre, 2 litres d'eau pendant la période où tu peux boire. Après, oui, tu dois aussi favoriser un bon apport en protéines, en glucides et lipides, peu de lipides, pas énormément. Après, tu sais, le Ramadan, comme on disait, c'est un mois béni, donc c'est pas un mois où on va jouer avec le Ramadan pour perdre du poids ou bien pour prendre de la masse. C'est plus, c'est oui, comme tu disais, spirituel et c'est aussi pour la santé,
de sa propre personne. Et tu tombes bien de parler du Ramadan, parce que là, en ce moment, on est le 27, 28, 29 mars. C'est justement les jours blancs, les jours blancs qui sont conseillés de jeûner et non, ce n'est pas forcément obligatoire. Enfin, c'est recommandé, voilà. Justement, tu me parles du Ramadan et je compte promouvoir un programme Ramadan, bon, pour la communauté francophone qui me suit. Elle sera au prix de 7 euros. Voilà. 7 euros où les 7 euros entièrement sont utilisés pour des maraudes alimentaires, enfin pour tout ce qui va être zakat, aumône. Ce sera pour faire des barquettes alimentaires que je vais cuisiner et que je vais donc distribuer avec des bénévoles à des nécessiteux. Ouais, ton initiative, elle est excellente. J'allais te demander de promouvoir ce truc-là à la fin. Donc, c'est bien que tu l'aies fait sans, sans que je te le dise. Et vu aussi que, bon, je vais traduire ça oralement, verbalement, d'accord, parce que je sais pas ce que je mettrai des sous-titres ou pas. Tout dépend de ma patience et de mon temps libre. Mais voilà. Je ferai une annonce à la fin comme quoi tu fais des, comment dire, des programmes alimentaires pour le mois de Ramadan au prix de 7 euros, d'accord, qui est équivalent à 70 ou 77 dirhams. C'est pas grand-chose pour faire du bien, surtout en ce mois-là. J'avais une idée semblable, mais pas pour Ramadan. Ça sera un truc sur toute l'année, mais pas pour l'instant. Pas pour l'instant, j'aimerais m'y mettre pour de bon, d'accord? Et en même temps, c'est bien d'avoir y pensé parce que c'est une initiative qui aidera les gens qui ont payé, mais aussi qui aidera des gens dans le besoin. D'accord? Et aussi, ouais, c'est un service sur lequel tu seras payé, mais tous les bénéfices seront pour les assos, pour les personnes dans le besoin. Et comme on dit en marocain, il y a bon, c'est pas un dicton, mais c'est juste une petite phrase, c'est cool woukl. D'accord? Qui veut dire mange et fais manger ou donne à manger. Tu vois? Donc, faut être dans le partage et tout. Donc, Antoine, si tu as autre chose à promouvoir, il n'y a aucun souci, fais-toi plaisir, comme je t'avais dit. Euh, et je pense que, bon, je te laisse promouvoir ce que tu veux promouvoir. J'aimerais bien que tu donnes un dernier conseil général, pas à propos de Ramadan, mais à propos de toute l'année, d'accord? Un conseil, une phrase qui t'inspire, d'accord? Donc, fais ce que tu veux. Ça sera ma dernière demande avant de finir le podcast. Voilà. Donc, pour que ton vocal soit le dernier, ton vocal soit la signature de ce podcast, d'accord, comme je fais avec tout le monde d'ailleurs. Donc, j'aimerais te remercier énormément pour le temps, pour surtout quand cette période-là, tu étais en prépa avec Bilal, qui d'ailleurs avait son combat aujourd'hui. Je sais que ce podcast-là viendra après ce jour-là et tout. Donc, aujourd'hui, on est le dimanche 28 mars 2021. Voilà. Donc, je sais que c'était pas évident, que tu n'avais pas trop le temps vu que tu as aussi tes consultations et tout. Donc, je te remercie énormément. Shukran, shukran, shukran. Et à très bientôt. Voilà. Là, je vais switcher en arabe. D'accord? Donc, بالنسبة للناس اللي شافوا اللي سمعوا لهذا البودكاست هذا أنطوان كيدير برنامج غذائي ب7 أورو اللي هي 77 درهم. وداكشي كامل اللي غادي يجمع هو باش غادي يولي يصاوب الماكله، حيت هو بحال اللي سمعتو في هذا البودكاست هذا دييتيتيسيان نوتريسيونيست. دونك كيصاوب البروغرامات، ولكن كيصاوب حتى الماكله، داكور، كيدير الميل بريب بالنسبه للناس. ودوك الفلوس كامل اللي غادي يجمع بالنسبه لهاد الشهر هذا ديال رمضان، دوك الفلوس كامل اللي غادي يجمع
غادي يصاوب بهم الماكله وغادي يفرقهم على ناس اللي محتاجين. فوالا دونك الا بغيتو تساهموا، الا بغيتو بروغرام ديال الماكله بالنسبه لرمضان، غادي نخلي لكم لي ليان ديالو كاملين لتحت، غادي تدخلوا ليهم، غادي تواصلوا معاه وغيصوب لكم بروغرام ديال الماكله. داكور، والخلاص اللي غادي تخلصوه خصكم تعرفوا انه كامل غادي يمشي للناس اللي محتاجه في داك الشهر ديال رمضان، بيان سور الناس اللي كاينين في فرنسا، ولكن الناس اللي محتاجه. فوالا donc pour conclure mes vocaux à moi, d'accord, j'attends toujours ton ton vocal qui sera la signature et la conclusion de ce podcast là. Merci, shukran, d'avoir accepté de faire ce podcast là encore une fois. J'espère t'avoir une prochaine fois pour d'autres sujets. On peut dire que ce premier podcast avec toi, c'est un podcast de prise de connaissance, pour que les gens apprennent à te connaître toi aussi. Certes, il y avait eu pas mal d'informations comme le fait que diététicien nutritionniste, c'est pas nutritionniste. D'accord, je peux dire, c'est presque la même chose avec la psychologie et le coaching. Donc, le psychologue, il fait des études universitaires de 5 ans et le coach, c'est juste une formation. Donc, c'est presque la même chose. Donc, j'ai vite compris le délire. Donc, je te dis à très bientôt pour des sujets encore plus élaborés. Bien sûr, si tu as le temps et si tu le veux. D'accord? Donc, merci beaucoup. Shukran, bzef, et à très bientôt. En tout cas, merci pour l'invitation et c'est avec très grand plaisir pour la suite, pour faire d'autres podcasts sur d'autres sujets. Shukran bzef aussi. Oui, du coup, si je peux donner un dernier conseil, alors pour une diète, ne la suivez pas comme un sacrifice, mais comme un mode de vie.